Bonne nuit. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe lorsque vous décidez de vous aventurer dans un dîner de 7 plats. Vous pensez probablement qu'il ne s'agira que de nourriture et de paroles, mais votre corps planifie déjà un événement secondaire, l'opération digestive la plus longue de votre semaine. C'est presque comme regarder un défilé de mode gastronomique, sauf que le public est votre estomac et le jury est votre foie. Alors, avant de vous installer, prenez un moment pour profiter de la vidéo et abonnez-vous, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi également d'où vous regardez et à quelle heure il est. Maintenant, éteignez certaines lumières. Ne laissez que cette lampe timide dans un coin. Et peut-être allumez un ventilateur, seulement pour entendre le doux bourdonnement mélangé au bruit de la pluie à l'extérieur. Et petit à petit, commençons ce voyage somnolent. Ensemble, vous vous asseyez à la table, regardant les couverts alignés, comme s'il s'agissait d'instruments chirurgicaux, prêts pour une opération à long terme. Le serveur pose la première serviette sur ses genoux, et, à ce moment-là, son corps comprend déjà que la nuit va être intense. Les glandes salivaires se mettent à travailler discrètement, comme des journalistes anxieux au début d'une conférence de presse. Vous n'avez encore rien mis dans votre bouche, mais votre cerveau a déjà envoyé des signaux à votre estomac. Préparez-vous, il va y avoir du mouvement là-dedans. L'ambiance, avec sa lumière légèrement dorée et ses murmures étouffés, rappelle les salons français du XIXe siècle, où les dîners étaient une forme de politique tranquille. La différence, c'est qu'à l'époque, le repas pouvait durer 5 heures, et que les invités étaient passés maîtres dans l'art de faire semblant de ne pas être épuisés. Il est intéressant de noter que les historiens débattent encore de la question de savoir si ces longs repas étaient vraiment pour le plaisir ou s'ils servaient à une sorte de jeu de résistance sociale. Vous prenez le menu et, en lisant la séquence de 7 plats, vous ressentez cette petite étincelle de doute. Votre corps sera-t-il capable de le supporter ? Pendant ce temps, à l'intérieur, le foie ajuste le flux de bile. Le pancréas commence à envisager les quantités futures d'insuline. Et même votre cœur participe, accélérant légèrement comme s'il se préparait à un marathon très spécifique, le marathon de mastication. Une curiosité particulière. Louis XIV, le roi Soleil, était célèbre pour ses innombrables banquets. Il mangeait de tout, des oiseaux rares aux fruits exotiques, sans se presser. Et, selon les rapports, il s'asseyait toujours d'une manière presque théâtrale, comme si le simple fait de manger était un spectacle. Imaginez cela aujourd'hui, alors que vous êtes sur le point d'affronter votre propre festin, ajoute une touche d'humour à la situation. Vous le sentez venir de la cuisine, quelque chose de légèrement beurré, peut-être un soupçon d'ail et de fines herbes, et vous réalisez que vos sens sont tous en alerte. Les pupilles réagissent, le nez capte chaque note aromatique, et votre bouche, votre bouche s'est déjà mise dans l'ambiance, produisant suffisamment de salive pour un petit lac intérieur. C'est à ce moment que vous remarquez que, même sans mâcher, vous êtes déjà en train de travailler. La chaise est confortable, mais votre corps ajuste inconsciemment sa posture. Vous vous penchez un peu en arrière, puis vous vous penchez légèrement en avant, ouvrant plus d'espace abdominal, comme si vous saviez qu'il y aura une demande. Il s'agit d'une chorégraphie silencieuse et instinctive qu'aucun d'entre nous n'apprend formellement, mais que nous pratiquons tous. Pendant ce temps, votre estomac commence à libérer de petites quantités d'acide chlorhydrique,
pas pour digérer quoi que ce soit encore, mais comme aiguiser des couteaux avant le travail. S'il y avait un microphone là-dedans, nous entendrions probablement un murmure. Nous sommes prêts. Cette préparation initiale est si automatique que vous ne la remarquez même pas, mais elle est cruciale pour que le reste de la nuit se déroule sans problème. Ou presque. Et bien sûr, l'esprit commence déjà à créer des attentes. Vous vous souvenez des dîners passés, des conversations amusantes, des moments où vous mangiez trop et aviez besoin d'une promenade nocturne pour récupérer. Il y a un réconfort à cela, comme ouvrir un livre que vous avez déjà lu, mais en sachant que les personnages pourraient se comporter différemment cette fois-ci. Le serveur revient, cette fois avec une corbeille de pain, et c'est presque comme s'il s'agissait d'un apéritif psychologique. Vous savez qu'il ne faut pas en faire trop tout de suite, mais cet arôme de pâtisserie fraîchement cuite réveille vos défenses. Votre corps considère poliment les glucides à venir et commence à préparer les enzymes amylases qui se spécialisent dans ce type de travail. Il s'agit d'une réunion d'équipe en coulisses, chaque agence assumant un rôle. Pendant ce temps, dehors, la pluie continue. Le bruit doux qui frappe la fenêtre contraste avec l'anticipation silencieuse à l'intérieur de la pièce. Le dîner n'a même pas encore officiellement commencé, mais son corps est déjà en pleine activité. Tel un chef d'orchestre d'avant-concert, il ajuste chaque instrument à l'intérieur pour s'assurer que lorsque la première note est jouée ou que la première fourchette est levée, tout est en place. Vous levez le verre et le cristal reflète la lumière chaude de la salle, comme si vous teniez un petit coucher de soleil dans votre main. Le toast semble être un moment symbolique, mais votre corps sait déjà qu'il est le point de départ d'une réaction chimique silencieuse. Avant même que le vin ne touche votre langue, les récepteurs olfactifs et gustatifs commencent à envoyer des signaux au cerveau. Quelque chose arrive, préparez le foie. La première gorgée est douce, mais elle ne trompe pas le système. La boisson entre en contact avec la muqueuse buccale et, en quelques secondes, la présence d'alcool est déjà enregistrée. Le foie, comme un employé en service qui a été réveillé trop tôt, commence à organiser les priorités. Une partie du traitement du glucose est interrompue de sorte que la nouvelle charge d'éthanol reçoit une attention particulière. C'est comme si quelqu'un avait interrompu un travail de bureau pour livrer une pile de documents urgents. Vous vous souvenez d'un détail curieux de la France du XVIIIe siècle. L'habitude de commencer les banquets avec des vins fortifiés, croyant que cela réveillait l'appétit. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette tradition avait plus à voir avec le goût ou avec l'opportunité d'accélérer la socialisation. Après tout, certaines conversations se déroulent mieux après une gorgée ou deux. Au fur et à mesure que le liquide descend dans la gorge, la température interne augmente légèrement. C'est le corps qui réagit à l'alcool, comme s'il s'agissait d'une petite augmentation de l'activité physique. Le système cardiovasculaire ajuste la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui peut créer cette agréable sensation de chaleur se propageant sur le visage. C'est pourquoi, en quelques instants, vous sentez vos joues légèrement réchauffées. Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est de la pure biochimie. Vous pouvez voir les bulles au fond du verre. Si le toast était avec du vin mousseux, ils montent en rang, disciplinés, comme s'ils avaient répété pour le moment. Le dioxyde de carbone présent dans la boisson stimule les récepteurs du palais et agit également dans l'estomac, encourageant les contractions subtiles qui commencent déjà la préparation digestive.
c'est comme une invitation délicate. Venez, le dîner va commencer. Au fond de vous, votre cerveau sait que l'alcool rivalisera pour attirer l'attention avec les aliments à venir. Par conséquent, il commence déjà à ajuster le rythme de libération d'hormones, comme la gastrine, afin que la digestion ne soit pas totalement compromise. C'est une danse de priorité, où aucun plat ne veut être le dernier à être transformé. Et lorsque vous riez de quelque chose dit par l'invité à côté de vous, une pensée vous traverse. Peut-être que le toast est le plus trompeur de tous les dîners. C'est léger, rapide et symbolique, mais il est déjà capable de perturber votre métabolisme pendant des heures. Une petite gorgée qui ouvre un long chapitre de la nuit. Vous vous souvenez d'une histoire racontée par un ami français à propos d'une cave souterraine qui stockait des vins depuis l'époque de Napoléon. L'idée de boire quelque chose qui a été vivant pendant tant d'années stimule l'imagination. C'est presque comme si on ingérait un morceau de temps, et le corps, indifférent à la poésie, se dit simplement « Plus de travail pour moi ». Le serveur récupère les verres vides, et pendant ce temps, vous ressentez une légère relaxation musculaire. La tension des premières minutes s'apaise, comme si le corps disait « D'accord, nous pouvons passer à autre chose ». Mais sous cette accalmie apparente se cache une augmentation subtile de l'activité hépatique et une redirection de l'énergie. Vous n'en êtes qu'au début du marathon et votre corps est déjà en train de courir. Dehors, la pluie s'est calmée, comme si elle accompagnait le va-et-vient des couverts disposés pour le prochain plat. Et vous, confortablement installé, vous sentez que le toast n'était que la première note de cette symphonie digestive. La première entrée arrive comme si elle ne voulait pas faire peur. Petite, délicate, astucieusement disposée sur l'assiette. Peut-être que c'est quelque chose avec de jeunes feuilles, un soupçon d'huile d'olive ou un canapé qui ressemble plus à un bijou qu'à de la nourriture. Vous regardez et pensez que vous pourriez en manger 10. Mais le corps prend déjà ce qu'il y a devant lui au sérieux. La mastication commence lentement et chaque bouchée envoie une alerte à l'ensemble du système digestif. C'est désormais officiel. Le premier contact avec les aliments réveille les papilles dans un spectacle silencieux. Chaque saveur est identifiée, enregistrée et envoyée pour une analyse cérébrale qui décide de l'intensité de la salivation et même de la température idéale pour que l'estomac reçoive la nourriture. La salive, riche en amylase, commence la décomposition des glucides alors qu'elle est encore dans la bouche. C'est comme commencer à démonter un puzzle avant même de l'avoir apporté à votre bureau. En France, il existe une ancienne coutume d'ouvrir les banquets avec des huîtres fraîches. Au XIXe siècle, on croyait qu'ils stimulaient non seulement l'appétit, mais renforçaient également la santé. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette croyance avait une base scientifique ou s'il s'agissait simplement d'une autre excuse pour consommer de grandes quantités de ces mollusques. Fait intéressant, la texture et la fraîcheur des huîtres nécessitaient une attention sensorielle qui, d'une certaine manière, ralentissait le début du repas. Vous remarquez que l'estomac se contracte légèrement, non pas pour expulser quoi que ce soit, mais pour organiser la file d'attente de ce qu'il s'apprête à recevoir. Des hormones comme la gastrine commencent à circuler, signalant qu'il est temps de libérer plus d'acide chlorhydrique et de pepsine. Il s'agit d'une sorte de préchauffage interne similaire à ce que fait un four avant de recevoir le plat principal. Pendant que vous mâchez,
vous sentez le plat suivant provenant d'une autre table. Ce parfum supplémentaire est comme un teaser de film, vous rappelant qu'il y a plus à venir. Le cerveau réagit par une légère augmentation de la dopamine, une promesse de récompense qui maintient l'appétit actif. Et, ironiquement, c'est à ce moment-là que le corps est encore en plein contrôle avant la surcharge de vaisselle plus lourde. Vous souvenez-vous d'un dîner où l'entrée était si élaborée qu'elle pourrait presque être le plat principal. À l'époque, le chef français avait expliqué que la fonction de la première portion n'était pas de rassasier, mais de réveiller l'esprit et le corps pour l'expérience. C'est comme accorder des instruments devant un orchestre. Personne n'applaudit à l'accordage, mais c'est essentiel au concert. La mastication lente, encouragée par la petite taille des portions, donne également au corps le temps de se rendre compte de ce qui se passe. C'est un détail que beaucoup négligent. En mâchant lentement, vous permettez aux hormones de satiété d'être libérées plus efficacement, ce qui aide à réguler la faim tout au long du dîner. Bien sûr, dans une épreuve à 7 cours, la logique est souvent submergée par la curiosité. Lorsque vous avalez la dernière bouchée, vous remarquez une sensation de chaleur qui se répand dans votre estomac. C'est la réponse au premier aliment solide de la nuit, une réaction douce qui s'intensifiera à chaque plat. Les muscles gastriques, auparavant détendus, commencent à se contracter en ondes rythmiques, mélangeant les aliments avec la sécrétion d'acide, un travail qui, bien qu'invisible, consomme beaucoup d'énergie. Le serveur ramasse l'assiette avec la dextérité de quelqu'un qui sait que ce n'est que le premier d'une longue série de tours. Dehors, la pluie change à nouveau d'intensité, frappant le verre plus fort. Il y a quelque chose de réconfortant à être là, au chaud et nourri, alors que le monde extérieur semble un peu plus froid. Et le corps, en silence, continue son travail, tel un employé qui sait que la nuit sera longue. Le deuxième plat arrive comme un échauffement plus sérieux, peut-être une soupe veloutée servie sur de la porcelaine fine ou une salade à base de feuilles rares qui semblent avoir été cueillies par quelqu'un à l'aide d'une pince à épiler d'horloger. La chaleur ou la légère acidité du plat réveille de nouvelles réactions internes. Lorsque vous portez la première cuillerée à la bouche, la température de l'aliment est immédiatement perçue par les récepteurs thermiques et le corps ajuste la vitesse de déglutition et la circulation sanguine dans la région de l'œsophage pour faire face au stimulus. S'il s'agit d'une soupe chaude, la vapeur transporte des arômes qui s'infiltrent dans l'odorat, élargissant ainsi l'expérience sensorielle. Cette vapeur active également les réponses réflexes, telles que la production de plus de salive et la dilatation douce des vaisseaux du visage. S'il s'agit d'une salade fraîche et croquante, l'effet est différent. Les muscles de la mâchoire entrent dans un rythme plus actif et la température interne du corps subit un léger refroidissement avec l'ingestion de légumes froids. En France, il existe une vieille habitude de servir des soupes légères au début des banquets formels, surtout en hiver. Des documents du XVIIe siècle montrent que les soupes n'étaient pas seulement un geste d'hospitalité, mais aussi un moyen de préparer l'estomac pour des plats plus gras qui suivraient. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette tradition avait plus d'effets psychologiques ou si elle améliorait réellement la digestion, bien que pour beaucoup, le simple fait de tenir un bol chaud était assez réconfortant. À l'intérieur, l'estomac réagit en libérant plus d'acide chlorhydrique pour recevoir le mélange liquide, et s'il y a des fibres végétales,
l'intestin commence à se préparer à un transit plus lent. Des enzymes spécifiques, comme la pepsine, initient le démantèlement des protéines présentes, tandis que la chaleur de la soupe aide à dilater les vaisseaux sanguins de la muqueuse gastrique, facilitant ainsi l'absorption des nutriments. S'il s'agit d'une salade, il y a un autre type de réponse. Les fibres insolubles créent une première sensation de satiété, mais elles disparaissent rapidement, laissant place au plat suivant. Le corps, dans ce cas, fonctionne comme un hôte qui aménage la pièce pour une fête. Met les meubles en place, ajuste l'éclairage, mais sait que les invités les plus importants ne sont pas encore arrivés. Entre une cuillerée et une autre, vous remarquez le mouvement de la pièce. Le tintement des couverts, les conversations étouffées et la démarche rythmée des serveurs créent une sorte de bande-son de banquet. Le corps enregistre également cet environnement. Les sons et les odeurs influencent la libération d'hormones telles que la gréline, qui est responsable du maintien de l'appétit actif. Vous vous souvenez d'une fois où vous avez demandé une soupe si chaude qu'il vous a fallu attendre 5 minutes pour prendre la première cuillerée. Dans cette pause forcée, le corps était déjà en pleine activité digestive, juste par attente. C'est la preuve que parfois, l'acte d'attendre de la nourriture fait également partie du processus physiologique. Une fois terminé, le serveur prend le bol ou l'assiette vide et votre corps fait une courte pause. Cette pause est stratégique. Elle permet au premier et deuxième plat de se mélanger dans l'estomac de manière ordonnée en évitant les chevauchements excessifs. Dehors, la pluie garde un rythme tranquille et la chaleur du repas crée un contraste douillet qui, pendant un instant, vous fait oublier qu'il reste encore 5 plats à faire. Le troisième plat arrive avec un arôme plus frappant. Peut-être un filet de poisson délicatement grillé avec une sauce claire, ou une assiette de fruits de mer qui semble venir tout droit d'un port français au crépuscule. La texture est lisse, mais la saveur est suffisamment ferme pour faire savoir au corps que le repas change de teinte. Dès que vous portez la fourchette à votre bouche, les protéines du poisson commencent à interagir avec des enzymes spécifiques telles que la pepsine et la trypsine, qui seront plus tard libérées par le pancréas. Parce qu'il s'agit de protéines plus légères que celles de la viande rouge, le corps les traite relativement facilement, mais cela nécessite tout de même une coordination. L'estomac mélange les aliments avec les sucs digestifs, tandis que le foie libère de la bile pour faire face à la graisse présente dans le plat. En France, il est courant que le plat de poisson soit servi avant la viande, comme moyen de respecter la digestion. Des documents culinaires du XIXe siècle montrent que les chefs suivaient des règles strictes concernant l'ordre des plats, estimant que commencer par les protéines les plus légères aidait le corps à maintenir un rythme équilibré. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette hiérarchie était réellement physiologique ou simplement une étiquette sociale raffinée. En mâchant, vous remarquez que le corps traite le poisson d'une manière presque diplomatique. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de choc digestif. C'est comme si ce plat était le médiateur entre la légèreté des entrées et le poids de la viande qui viendra plus tard. La température chaude et la tendreté de la viande aquatique réduisent l'effort mécanique de la mastication, ce qui permet au corps de concentrer plus d'énergie sur la partie chimique de la digestion. L'arôme du citron ou des herbes fraîches peut stimuler la production de salive supplémentaire, aidant à émulsionner les graisses et à améliorer l'absorption de certains nutriments tels que le fer et l'iode. C'est un détail qui passe inaperçu,
mais que votre corps valorise tranquillement. Vous vous souvenez d'un dîner au bord de la mer, où le poisson servi était si frais qu'il semblait presque fondre dans la bouche. La sensation de légèreté après ce repas était réelle, mais seulement parce que, à l'intérieur, tout le système digestif fonctionnait en harmonie, sans surcharge brusque. À la fin, vous posez les couverts et ressentez un calme momentané. Le genre de pause dans laquelle le corps en profite pour redistribuer le flux sanguin, en envoyant plus vers l'estomac et moins vers les muscles. Cette redistribution explique pourquoi certains invités commencent à parler plus lentement, comme s'ils étaient déjà dans un état de pré-sommeil. Le serveur ramasse l'assiette et, pendant quelques secondes, l'arôme du poisson flotte encore dans l'air, mélangé au faible bruit de la pluie à l'extérieur. Vous savez que vous entrez dans la moitié la plus costaude du dîner, tout comme votre corps. Mais pour l'instant, il accepte ce moment de diplomatie intérieure comme une pause, avant le gros du travail à venir. Le plat le plus redouté par tout système digestif élégant arrive en grande pompe. Viande rouge, juteuse, peut-être accompagnée d'une sauce épaisse et de pommes de terre dorées. C'est le moment où votre corps cesse d'agir en mode apéritif et entre dans la phase de fonctionnement lourd. À la première coupe, l'arôme dense active non seulement vos papilles gustatives, mais aussi vos souvenirs, peut-être d'un vieux barbecue, peut-être d'un déjeuner dominical en famille. Dès que la première bouchée est mâchée, les fibres musculaires de la viande commencent à se mélanger à la salive. Mais le véritable démontage ne se produira que dans l'estomac, avec l'aide généreuse de l'acide chlorhydrique. Non seulement cet acide décompose les protéines en plus petits morceaux, mais il crée également un environnement où la pepsine peut fonctionner au maximum de son efficacité. Il s'agit d'un partenariat chimique digne d'un contrat à vie. En France, servir la viande comme plat central est une tradition séculaire. Sous le règne de Napoléon III, les festins étaient prévus avec des viandes de gibier, souvent préparées à cuisson lente pour rehausser la saveur et la texture. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette préférence provenait d'un goût authentique ou du statut que représentaient certaines pièces de viande. Ce qui est certain, c'est qu'à tout moment, ce plat a toujours demandé plus de patience de la part du corps. Au fur et à mesure que vous mâchez, vous remarquez que la viande nécessite plus d'efforts mécaniques de la part de la mâchoire, ce qui stimule davantage la salivation. Dans l'estomac, la digestion des protéines est si intense qu'une grande partie du sang disponible dans la circulation périphérique est détournée vers la région abdominale. C'est pourquoi, même sans sommeil, vous ressentez déjà une légère diminution de la vigilance mentale, comme si votre cerveau disait « Il est maintenant temps de donner la priorité au traitement interne ». La sauce, riche en matières grasses, ajoute une autre couche de travail. La vésicule biliaire est ordonnée pour libérer la bile, ce qui facilite l'émulsionnement des graisses afin qu'elles puissent être absorbées dans l'intestin grêle plus tard. Ce processus n'est pas rapide. En fait, la digestion complète d'un tel plat peut prendre plusieurs heures. Vous souvenez-vous d'une époque où vous mangiez trop de viande et aviez besoin d'une longue marche pour aider la digestion? Bien sûr, physiologiquement, la marche n'accélère pas la chimie à l'intérieur, mais le mouvement aide à la circulation et donne au corps une sensation de légèreté, même si illusoire. L'assiette disparaît peu à peu, et avec elle, une partie de son énergie momentanée. À chaque bouchée, le corps investit des ressources silencieuses dans la mission de transformer ce banquet en carburant. Dehors, la pluie continue
Mais maintenant le son semble plus lointain, comme si l'environnement lui-même avait réduit le volume pour suivre le rythme plus lent de sa digestion. À la fin, vous posez les couverts et respirez profondément. Il y a une satisfaction qui n'est pas seulement du goût, mais aussi de la mission accomplie. Mais au fond, vous savez, il y a encore un long chemin à parcourir jusqu'au repos complet, et le corps, fidèle à son devoir, organise déjà le service de nuit. Le serveur ramasse la lourde assiette et, soudain, la table semble gagner de l'espace pour respirer. C'est le moment de la rupture sociale, cette pause stratégique qui, à l'extérieur, sert à échanger quelques mots avec les autres invités, mais qui, à l'intérieur, n'est que pure logistique corporelle. Pendant que vous souriez et commentez le goût de la viande, votre corps redistribue l'énergie comme un manager qui a besoin de faire fonctionner tous les secteurs sans panne générale. L'estomac, maintenant chargé, passe en mode de mélange intense. Les ondes péristaltiques fonctionnent comme des bras invisibles, intégrant ce qui a déjà été servi, le poisson, la viande, les épices, les sauces. Pendant ce temps, l'intestin grêle commence à recevoir de petites quantités de chyme, ce contenu pâteux résultant de la digestion initiale, pour traiter les nutriments et faire de la place pour ce qui est encore à venir. Dans la France du XVIIIe siècle, les longs dîners comprenaient souvent de telles pauses, souvent occupées par des performances musicales ou de courts discours. Les historiens débattent encore de la question, de savoir si cette pause était destinée à favoriser la digestion ou si elle était simplement le reflet du rythme social plus cérémonieux de l'époque. Pendant que vous parlez, vous remarquez quelque chose de curieux. Votre température corporelle est légèrement plus élevée. En effet, la digestion est un processus qui génère de la chaleur, connu sous le nom de thermogénèse, induite par l'alimentation. Dans le même temps, il y a une légère somnolence qui s'insinue, résultat de la dérivation du sang vers le système digestif et de la libération de sérotonine, qui a tendance à augmenter après des repas riches en glucides et en protéines. Cette pause est également un moment pour le foie de fonctionner sans interruption externe. Il est occupé à filtrer les petites toxines, à métaboliser l'alcool du toast initial et à traiter les sous-produits de la dégradation des protéines. Il s'agit d'un changement silencieux mais fondamental pour maintenir l'équilibre interne. Vous remarquez que vous mâchez plus lentement n'importe quelle collation que vous avez sous la main, peut-être un morceau de pain oublié dans le panier ou un petit morceau de fromage sur le côté. Ce n'est pas une vraie faim, c'est plutôt un moyen de garder votre bouche occupée pendant que votre corps fait des ajustements invisibles. Dehors, la pluie garde son rythme, presque comme un métronome naturel, pour le déroulement de la nuit. Ce son constant et doux se mêle au bourdonnement des voix, créant un environnement qui, même plein de monde, semble confortable et sûr. Le serveur réapparaît avec un sourire discret, signalant que la pause touche à sa fin. Le corps a déjà fait ses ajustements internes, et la digestion est à un point où il peut recevoir de nouveaux défis. Vous savez qu'il y a encore des plats intéressants à venir, mais pour l'instant, cette pause a été comme une respiration profonde, pour vous et pour toutes les agences travaillant dans les coulisses. Le plat suivant arrive avec un air de fête culturelle, quelque chose de typiquement régional, conçu pour surprendre le palais et tester l'adaptabilité de votre système digestif. Peut-être s'agit-il d'un cassoulet robuste du sud de la France avec des haricots blancs, de la viande de canard et des saucisses,
ou peut-être d'un plat plus léger, mais avec des épices et des techniques qui vous sont inhabituelles. À première vue, cela ressemble à une expérience gastronomique, mais pour votre corps, c'est aussi un défi technique. Dès que la fourchette touche la bouche, le mélange des textures et des arômes nécessite une réponse coordonnée. Les haricots et les légumineuses, riches en fibres et en amidon résistants, nécessitent plus de temps de digestion, ce qui signifie que certains d'entre eux arriveront pratiquement intacts dans le gros intestin, où ils seront fermentés par des bactéries. Cela explique pourquoi de tels plats peuvent provoquer une sensation prolongée de lourdeur, ou, dans certains cas, des sons curieux des heures plus tard. Dans le contexte historique français, les plats régionaux ont toujours joué un rôle dans l'affirmation culturelle. Au cours du XIXe siècle, dans les banquets officiels, il était courant d'inclure une recette traditionnelle de chaque région représentée en signe de respect et d'unité nationale. Les historiens débattent encore de la question de savoir si la motivation était vraiment la diversité gastronomique ou s'il s'agissait d'une stratégie politique pour plaire à des invités différents. La saveur saisissante de ce plat active non seulement la langue, mais aussi la mémoire. Le cerveau associe des épices à des expériences passées, ce qui influence la perception du repas. Pendant ce temps, le corps traite chaque composant séparément. Les protéines de la viande, les glucides des légumineuses, les graisses des assaisonnements. C'est comme si plusieurs départements travaillaient en parallèle, chacun avec son propre emploi du temps. Le foie, déjà très impliqué dès le début du dîner, augmente la production de bile pour faire face à l'excès de graisse. L'intestin grêle, à son tour, ajuste la libération d'enzymes pour décomposer l'amidon des grains, un travail qui nécessite plus de patience. Cette digestion plus lente est l'une des raisons pour lesquelles des plats comme celui-ci vous gardent rassasiés pendant des heures. Vous vous souvenez d'un dîner à Toulouse où le cassoulet était servi sur des plateaux fumants et où personne ne semblait pressé de finir. L'arôme était si intense qu'il semblait coller aux vêtements et la sensation de chaleur dépassait même le poids du plat. En mâchant, il remarque que sa température corporelle augmente un peu plus. C'est la combinaison de la thermogénèse et de l'effort digestif qui est aujourd'hui à son apogée. Le sang reste concentré dans l'abdomen et la conversation à la table ralentit comme un reflet naturel de cet état. Lorsque vous avez terminé, il y a ce double sentiment, la satisfaction du goût et la conscience que le corps a maintenant plus de travail accumulé. Le serveur ramasse l'assiette et, dans le bref silence qui s'ensuit, la pluie à l'extérieur semble avoir changé de ton, maintenant plus constante, plus dense, comme si le monde suivait l'intensité de ce qui se passe en vous. Le plat suivant arrive avec une élégance tranquille. Une sélection de fromages, soigneusement disposés comme s'il s'agissait de joyaux culinaires. Certains sont doux et crémeux, d'autres fermes et friables, chacun avec un arôme qui va de délicat à, disons, mémorable. Pour vos papilles, c'est un défilé de textures. Pour votre corps, c'est le début d'un commerce laitier qui nécessite une attention particulière. Lorsque vous prenez la première bouchée, la graisse présente dans le fromage commence à se dissoudre lentement dans la bouche, libérant des composés aromatiques qui suscitent des sensations complexes. La mastication et la chaleur de la langue aident à émulsionner ces graisses, mais la digestion réelle dépendra de la bile produite par la vésicule biliaire et les enzymes lipases. C'est un processus plus long qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'il est combiné avec des protéines de lait comme la caséine
qui forment une sorte de réseau dans l'estomac, ralentissant la libération dans l'intestin. En France, le plateau de fromage n'est pas seulement de la nourriture, c'est un rituel. Depuis le XVIIIe siècle, servir le fromage avant le dessert est considéré comme un signe de raffinement. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette tradition a commencé comme une question de goût ou comme un moyen pratique de profiter des produits locaux avant qu'ils ne perdent leur fraîcheur. Vous remarquez que la saveur intense d'un fromage affiné provoque une salivation différente, presque plus épaisse, comme si la bouche essayait d'adoucir l'impact. Si le fromage est plus frais, comme un brie crémeux, la sensation est plus soyeuse, mais tout aussi frappante. Pendant ce temps, l'estomac, déjà avec plusieurs heures de travail, a besoin d'ajuster le pH interne pour faire face à ce nouveau visiteur. La présence de graisses et de protéines laitières stimule également la libération de cholécystokinine, une hormone qui signale au cerveau qu'il y a suffisamment de nourriture, contribuant à la sensation de satiété, ce qui, dans un dîner de 7 plats, est plus symbolique qu'efficace. Vous vous souvenez d'une époque à Paris où le serveur décrivait chaque fromage comme s'il racontait la biographie d'une personne. Celui-ci est né dans les montagnes d'Auvergne. Celui-là a mûri pendant 3 ans dans une grotte. Et, autant le corps était occupé par la chimie à l'intérieur, autant l'esprit se laissait emporter par le récit. Le sel présent dans le fromage mérite également d'être mentionné. Il aide à rehausser la saveur, mais en excès, il peut contribuer à la rétention d'eau. Il n'y a rien qu'un corps sain ne puisse gérer, mais dans un festin prolongé, chaque détail compte. Lorsque le dernier mort disparaît de la plaque, vous ressentez un mélange de confort et de poids. C'est comme si le fromage avait laissé une marque, non seulement sur le palais, mais aussi sur la dynamique interne de la digestion. Dehors, la pluie maintient son rythme constant et l'environnement semble de plus en plus accueillant, comme si le monde s'était rétréci pour ne tenir que dans cette pièce chauffée et dans l'univers silencieux qu'est votre propre corps en action. Le dessert arrive comme un point culminant sucré et, pour beaucoup, le moment le plus attendu de la nuit. Peut-être s'agit-il d'une crème brûlée avec sa croûte de sucre parfaitement caramélisée, ou d'une tarte aux fruits frais dans une pâte au beurre, ou encore d'une mousse au chocolat si légère qu'elle semble défier la gravité. Pour votre palais, c'est la fête. Pour votre corps, c'est une négociation tendue entre le plaisir et les limites physiologiques. Dès que la première cuillerée touche la langue, le sucre commence à être absorbé, presque immédiatement, par les muqueuses de la bouche. Le pancréas, toujours attentif, reçoit l'alerte et prépare une nouvelle vague d'insuline pour faire face à l'approche du pic de glucose. Cette élévation rapide du taux de sucre dans le sang procure une sensation presque euphorique, comme si l'on venait de vous inciter à rester éveillé, même si le reste du corps supplie déjà pour du repos. En France, la tradition des desserts raffinés est un patrimoine culturel. Au XIXe siècle, les chefs parisiens rivalisaient d'efforts pour créer des pâtisseries non seulement savoureuses, mais aussi de véritables œuvres d'art. Les historiens débattent encore de la question de savoir si l'objectif était de ravir le palais ou d'impressionner visuellement, bien que, pour ceux qui mangeaient, la raison n'avait pas d'importance. Le cerveau, face au sucre, libère de la dopamine et de la sérotonine, provoquant ce sentiment réconfortant qui semble embrasser de l'intérieur. Mais cette poussée de plaisir a un coût.
le corps doit travailler rapidement pour stabiliser la glycémie, ce qui nécessite un effort métabolique supplémentaire. Dans le même temps, l'estomac, déjà chargé de protéines et de graisses, doit intégrer ce nouvel élément dans la file d'attente de traitement. Le contraste des textures, le croquant de la croûte, le crémeux de la garniture, la fraîcheur du fruit, prolonge le temps que le dessert passe en bouche, ce qui maintient le stimulus sensoriel actif plus longtemps. Mais en interne, cette pause ne réduit pas l'impact que le sucre aura sur le système. Vous vous souvenez d'une nuit à Lyon où le chef a sorti un dessert qui ressemblait plus à une sculpture qu'à de la nourriture. Lorsqu'il brisa la fine couche de sucre avec la cuillère, le son fut presque cérémoniel, et tout le monde à la table s'arrêta un instant, comme s'ils avaient assisté à quelque chose de spécial. Lorsqu'il se termine, une double sensation s'installe. Le plaisir immédiat du bonbon et la conscience que le corps a reçu un dernier sprint de travail pour la nuit. Dehors, la pluie continue, et pendant un instant, elle semble encore plus douce, comme si elle respectait le rituel lent et réconfortant que représente le dessert. En vous, cependant, la diplomatie du glucose a déjà commencé, et l'équilibre ne sera atteint qu'avec le temps. Le café arrive dans une petite tasse fumante, avec un arôme intense qui semble flotter dans l'air et rencontrer votre cerveau avant même que vous ne le touchiez. C'est un geste presque automatique. Tenir la tasse à deux mains, sentir la chaleur sur la peau et respirer profondément l'odeur amère et réconfortante. Pour le palais, c'est une fermeture élégante. Pour le corps, il s'agit d'un compromis complexe entre l'envie de se détendre et le stimulus soudain que la caféine provoque. Dès la première gorgée, la caféine commence son voyage rapide dans le système. Absorbé principalement par l'intestin grêle, il pénètre dans la circulation sanguine et, en 15 minutes environ, il commence déjà à bloquer les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau, ceux qui signalent qu'il est temps de se reposer. C'est pourquoi, même après un festin, on ressent un petit réveil, comme si quelqu'un avait allumé une lumière au milieu d'une pièce prête à s'éteindre. En France, le café après un repas est presque sacré. Depuis le XIXe siècle, il fait partie du rituel de clôture, parfois servi pur et fort, parfois accompagné d'un petit bonbon ou d'une liqueur. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette pratique est apparue pour aider la digestion ou simplement pour prolonger la conversation à table. Votre foie, déjà en pleine activité depuis le toast initial, assume maintenant une fonction supplémentaire, métaboliser la caféine. Cela se produit par le biais d'enzymes spécifiques, principalement le CYP1A2, qui décompose la molécule afin qu'elle soit éliminée plus tard. Pendant ce temps, l'estomac, déjà plein, reçoit le café sous forme de liquide acide, ce qui peut augmenter temporairement la production d'acide chlorhydrique. L'effet du café sur le corps est paradoxal. D'une part, il stimule le système nerveux central, augmentant légèrement la tension et le rythme cardiaque. D'autre part, la sensation de chaleur et le fait de boire quelque chose de réconfortant peuvent induire un calme apparent. C'est presque comme si l'esprit et le corps n'étaient pas d'accord sur la façon de réagir. Vous vous souvenez d'une époque à Marseille où le café était servi si fort qu'il semblait plus concentré qu'un discours politique enflammé. Le goût s'est attardé dans sa bouche pendant des minutes, et même après qu'il ait quitté le restaurant, le souvenir de cette amertume a persisté, ainsi que l'énergie soudaine qu'elle a apportée.
Alors que vous posez la tasse vide sur la soucoupe, vous remarquez que la caféine circule déjà, promettant de prolonger un peu l'éveil. Dehors, la pluie suit son rythme et à l'intérieur, le pacte entre sommeil et stimulation est encore en cours de négociation. Le corps sait que tôt ou tard, la digestion l'emportera sur la caféine. Mais pour l'instant, le cerveau a gagné quelques minutes supplémentaires de conversation. Le digestif arrive dans un petit verre, brillant sous la douce lumière de la salle. Il peut s'agir d'une eau de vie vieillie, d'une liqueur à base de plantes ou même d'un armagnac français profondément parfumé. Le serveur le sert avec un geste presque cérémoniel, comme s'il livrait un sort en bouteille. Pour beaucoup, c'est la clé d'or qui clôt le repas. Pour votre corps, ce n'est qu'une autre tâche inattendue sur la longue liste de la nuit. La première gorgée réchauffe la bouche et descend dans la gorge avec une sensation immédiate de chaleur. L'alcool, cette fois à une concentration plus élevée, est absorbé rapidement par les parois de l'estomac et de l'intestin grêle. Le foie, déjà surchargé par le toast initial, doit maintenant réorganiser ses priorités une fois de plus. L'alcool dans le digestif prend le pas sur toute autre tâche métabolique en cours. C'est comme si quelqu'un avait interrompu une réunion importante pour délivrer un message urgent. En France, le digestif est une tradition qui remonte à des siècles. Au XIXe siècle, on croyait que certaines boissons alcoolisées, en particulier celles contenant des herbes, facilitaient en fait la digestion en stimulant la sécrétion de sucs gastriques. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cet effet était plus culturel que physiologique, car l'alcool peut également retarder la vidange gastrique en fonction de la quantité. La saveur est intense, souvent accompagnée de notes sucrées ou amères, qui réveillent différentes régions du palais. L'amertume, en particulier, stimule les réflexes digestifs, tandis que le sucre fournit une petite poussée d'énergie rapide, une combinaison curieuse pour une période où le corps est déjà saturé de calories. Vous vous souvenez d'un dîner à Bordeaux où le digestif était servi si lentement qu'il semblait faire partie d'un rituel secret. Chaque gorgée était suivie d'un bref silence, comme si tout le monde s'attendait à ressentir une transformation immédiate dans le corps. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'estomac maintient son travail mécanique, mais une partie des processus est temporairement suspendue jusqu'à ce que le foie finisse de traiter l'alcool. Cette pause peut être imperceptible, mais elle affecte le rythme général de la digestion, prolongeant un peu plus longtemps le temps total nécessaire pour traiter l'ensemble du festin. Lorsque vous remettez le verre sur la table, vous ressentez une détente diffuse. Cela pourrait être l'effet de l'alcool, cela pourrait simplement être le poids de la nuit qui arrive. Dehors, la pluie est toujours constante et le sentiment est que le monde entier a ralenti pour suivre le rythme de son corps, qui, même fatigué, reste fidèle à la mission de transformer les heures de dîner en énergie, en chaleur et, finalement, en repos. Vous vous levez de table et sentez votre corps réagir immédiatement. Ce n'est pas seulement la gravité qui se souvient qu'elle existe, c'est l'ensemble du système digestif qui reconnaît qu'il doit maintenant faire face au mouvement, alors qu'il est encore au sommet de son travail intérieur. Chaque étape est lente et calculée, comme si le corps essayait d'éviter toute agitation inutile dans le contenu de l'estomac. La promenade dans le couloir ou dans le jardin du restaurant semble innocente, mais elle déclenche une série d'ajustements. Les muscles des jambes commencent à se contracter et à se détendre, stimulant la circulation,
et aidant à redistribuer le sang qui, jusque-là, était concentré dans la région abdominale. Dans le même temps, l'intestin reçoit un léger stimulus mécanique qui peut accélérer, bien que discrètement, le transit des aliments. En France, après les grands banquets, il était courant que les invités se lèvent pour une promenade lente à travers les salles ou les jardins, non seulement pour montrer des costumes, mais aussi, croit-on, pour faciliter la digestion. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette pratique avait une base physiologique solide ou s'il s'agissait plutôt d'une convention sociale déguisée en soins de santé. L'air frais, même s'il ne provient que d'une porte entr'ouverte, éveille les sens. Le cerveau enregistre le changement d'environnement et il y a un bref sentiment de renouveau. La posture droite modifie également le positionnement de l'estomac, ce qui aide le contenu à se stabiliser plus uniformément, ce que le corps apprécie même sans en être pleinement conscient. Vous vous souvenez d'une nuit où, après un long dîner, une simple promenade sous la pluie fine transformait le poids du repas en une sorte de réconfort chaleureux. Le bruit de l'eau touchant le sol, l'odeur de la terre humide et la brise fraîche semblaient coopérer à chaque respiration profonde. Au cours de ce bref mouvement, il y a également un ajustement de la température corporelle. La chaleur générée par la digestion trouve un soulagement au contact de l'air plus frais, ce qui aide à réduire cette sensation d'étouffement qui accompagne parfois les repas copieux. C'est presque comme ouvrir une fenêtre dans une pièce bondée. Rien ne change radicalement, mais la fraîcheur est perceptible. Au moment où vous retournez à la table ou au salon, votre corps a déjà récolté certains avantages de cette pause active. Cela ne résout pas tout le travail qui vous attend, mais cela aide à soulager la pression à l'intérieur. Et, sans même vous en rendre compte, vous suivez une vieille coutume répétée par des générations qui savaient aussi qu'après un festin, le corps est reconnaissant de toute chance de bouger, aussi petite soit-elle. De retour dans le fauteuil, on ressent le contraste immédiat entre le léger soulagement de la marche et le retour au confort douillet de l'assise. Le corps, qui traite encore les vagues de nourriture ingérée, effectue des ajustements subtils. La respiration devient plus profonde, le diaphragme trouve un point où il n'appuie pas sur l'estomac et la colonne vertébrale cherche un équilibre entre la posture droite et la relaxation. C'est comme si tous les muscles entraient dans un accord tacite pour faciliter le travail intérieur. La chaleur de l'environnement et le bruit constant de la pluie à l'extérieur créent une toile de fond presque hypnotique. Ce climat favorise le système parasympathique, celui qui commande les fonctions de repos et de digestion. C'est pourquoi, même entouré de conversations et de rires, vous sentez vos yeux peser un peu. Ce n'est pas seulement la fatigue de la nuit, c'est le corps qui vous dit qu'il aimerait concentrer toute l'énergie disponible sur la digestion, sans distraction. En France, au début du XXe siècle, il était courant qu'après le plat principal et le dessert, il y ait un moment de recueillement à table. Des chaises légèrement écartées, des serviettes posées sur les genoux et un rythme de conversation plus lent. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cela avait une fonction médicale consciente ou s'il s'agissait simplement d'une étiquette. Le fait est que ce ralentissement permettait au corps de retrouver l'équilibre avant de se relever définitivement. Pendant que vous restez assis, l'estomac continue de travailler en mouvement circulaire, mélangeant le contenu déjà partiellement digéré avec des sucs gastriques et poussant de petites portions dans l'intestin grêle. Dans le même temps,
Le foie continue de libérer de la bile et le pancréas envoie des enzymes, un orchestre invisible qui, bien que silencieux, est en pleine activité. Vous vous souvenez d'un dîner à Dijon où le simple fait de rester à table quelques minutes de plus après avoir mangé semblait faire toute la différence. Il n'y avait pas d'urgence. Le monde extérieur pouvait attendre. Ce calme permettait non seulement la digestion physique, mais aussi la digestion de l'expérience, les goûts, les conversations, les petits détails de la nuit. En vous penchant un peu plus en arrière, vous remarquez que le corps trouve une sorte de zone de confort digestif. La température interne commence à se stabiliser, le rythme cardiaque ralentit légèrement et un sentiment de sécurité s'installe. C'est le genre de moment qui, s'il n'y avait rien d'autre à faire, pourrait durer indéfiniment, bercé par le bruit de la pluie qui continue de tomber, régulière et régulière. Le dernier acte du dîner est le repos après le banquet, ce moment où le corps, enfin libéré du besoin de socialiser ou de bouger, peut se consacrer entièrement à la digestion. Vous vous penchez en arrière, sentant le poids agréable ou légèrement excessif du repas. C'est comme si chaque plat était maintenant enregistré dans un fichier interne, attendant son tour dans la file d'attente de traitement. Allongé sur le canapé ou penché en arrière dans un fauteuil moelleux, le flux sanguin reste concentré dans l'abdomen. L'estomac continue d'envoyer de petites quantités de chyme à l'intestin grêle, tandis que l'intestin grêle effectue à son tour l'absorption méticuleuse des nutriments. Les graisses, toujours émulsionnées par la bile, prennent plus de temps à traiter, prolongeant la sensation de satiété. En France, il existe des documents du XIXe siècle selon lesquels, après de grands dîners, certains hôtes offraient aux invités des salles de repos avec de larges chaises et un éclairage tamisé. Les historiens débattent encore de la question de savoir s'il s'agissait d'un simple geste de confort ou s'il y avait une compréhension intuitive que le corps avait besoin de cette période d'adaptation post-repas. Les muscles se détendent, la respiration s'approfondit et, petit à petit, le système nerveux parasympathique prend le contrôle total, ralentissant le rythme cardiaque et favorisant un état de repos. C'est à ce stade que la somnolence cesse d'être discrète et devient presque irrésistible. Vous souvenez-vous d'un dîner au cours duquel, après des heures de vaisselle et de conversation, vous avez fini par vous endormir dans le fauteuil, avant même de vous dire au revoir. Le bruit lointain de la pluie, la chaleur de l'environnement et le poids réconfortant de la nourriture ont créé un cadre parfait pour un bref plongeon dans le sommeil. Aujourd'hui, chaque organe impliqué dans le processus digestif poursuit son travail sans hâte. C'est comme si le banquet s'était transformé en une conférence silencieuse où tous les participants, foie, estomac, intestin, savent exactement quoi faire. À l'extérieur, la pluie persiste, marquant le temps de manière douce et continue, tandis qu'à l'intérieur règne un silence fonctionnel, dernière étape d'une nuit qui fut, pour le corps, un véritable marathon gastronomique. Vous vous allongez, sentant le poids agréable de la nuit se transformer lentement en tranquillité. L'environnement autour de vous semble plus calme maintenant, comme si le monde lui-même avait décidé de respecter le rythme lent que votre corps a choisi de suivre. La pluie à l'extérieur maintient son rythme régulier, et chaque goutte est comme un doux rappel qu'il n'y a rien de plus urgent à faire. La respiration s'approfondit naturellement, remplissant les poumons d'air frais et relâchant progressivement toute tension restante.
La chaleur du dîner se répand toujours de l'intérieur vers l'extérieur, créant un sentiment de chaleur qui correspond au son lointain des voix qui disent au revoir et des chaises traînées dans le hall. Vous n'avez plus besoin de faire attention à tout cela. Tout se passe en arrière-plan, tandis que votre corps continue son travail silencieux de transformation et de réparation. Les yeux, mi-clos, trouvent un ton plus doux dans l'environnement, comme si les couleurs avaient diminué en intensité. C'est l'invitation parfaite à laisser l'esprit ralentir aussi. Les pensées plus rapides s'éloignent, et celles qui restent deviennent lentes, longues, presque traînées, comme une conversation qui n'a besoin d'aller nulle part. Le corps est en sécurité, confortable, et la nuit suit son cours à l'extérieur, quel que soit le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Vous pouvez même sentir le poids de la housse ou le support ferme du fauteuil, mais cela n'a plus d'importance. Tout ce qui existe maintenant, c'est ce moment continu, doux et protégé par le bruit de la pluie qui se balance à chaque seconde. Vous respirez une fois de plus, ayant l'impression de ne pas avoir à lutter contre le sommeil. Cela ne vient pas soudainement. Il s'approche lentement, comme un vieil ami qui sait. Le bruit de la pluie est toujours à l'extérieur, répétitif et hypnotique, comme si chaque goutte connaissait par cœur son chemin vers le sol. Le corps, désormais lourd et calme, s'abandonne à la douceur du support, qu'il s'agisse du canapé, du fauteuil ou du lit. Il n'y a plus d'urgence, ni besoin de rester vigilant. C'est comme si toutes les tâches de la journée avaient été soigneusement rangées dans un tiroir, en attendant un moment lointain pour être revisitées. La respiration maintient son rythme régulier et l'air qui entre est légèrement plus frais que la chaleur qui s'échappe. Ce doux contraste renforce la sensation de chaleur, comme si vous étiez protégé à l'intérieur d'un cocon invisible, tandis que le monde extérieur suit son cours silencieux. Le corps continue à travailler méticuleusement, transformant le festin en énergie et stockant ce qui sera nécessaire pour le lendemain. Mais tout cela se produit sans aucun effort conscient. Vous remarquez que les muscles se détendent de minute en minute, comme des fils dans un filet qui se desserrent, libérant toute tension accumulée. Le cou se détend, les épaules cèdent, et même les mains, qui tenaient peut-être encore quelque chose, trouvent une position de repos absolu. Le temps perd la forme traditionnelle des minutes et des heures, et se transforme en une simple séquence de moments doux, l'un après l'autre. L'esprit, encore éveillé, commence à être distrait par des images vagues. Peut-être qu'un reflet de la lumière sur le mur se transforme en souvenir, ou que le bruit lointain de l'eau qui coule dans la rue évoque des souvenirs d'autres nuits calmes. Ces pensées ne sont pas pressées, elles n'ont pas de direction, et c'est précisément pour cette raison qu'elles ne pèsent pas. C'est un flux de lumière, presque comme regarder les nuages changer de forme dans le ciel. Le corps, protégé et confortable, reste en harmonie avec le bruit de la pluie. Chaque coup doux contre la fenêtre est comme un coup rythmé sur la poitrine, vous rappelant que tout est en ordre. Le rythme cardiaque est plus lent, la respiration est plus profonde, et la température corporelle trouve son point idéal. Rien n'est en excès, rien ne manque. Vos yeux peuvent se fermer complètement maintenant, ou peut-être rester entr'ouverts, juste assez longtemps pour capturer les ombres diffuses de l'environnement. Il n'y a pas de stimuli fort, juste une pénombre réconfortante. À chaque clignement, la vision devient floue, et les images du monde réel commencent à se fondre avec les premiers signes
du rêve. Vous avez l'impression d'être allongé sur un bateau qui se balance doucement en suivant le rythme de l'eau. Il n'y a pas de vague forte, juste un mouvement lent et prévisible. Cette sensation de balancement est presque physique et se mêle au bruit constant de la pluie, créant un cadre parfait pour laisser le sommeil s'infiltrer. Le corps se poursuit dans un état de collaboration silencieuse. Alors que vous ne pensez plus au plat du soir, l'estomac et les intestins vaquent à leurs occupations patientes, extrayant les nutriments, envoyant des signaux de satiété et préparant le terrain pour un repos profond. Tout se passe en arrière-plan, comme s'il s'agissait d'une musique si douce que vous ne la remarquez que lorsque vous essayez d'y prêter attention. Vos pensées sont encore plus espacées. Aujourd'hui, l'une d'entre elles peut émerger sous la forme d'une petite scène. Peut-être marcher dans une rue vide, sous une pluie fine. Peut-être s'asseoir près d'une fenêtre dans un café tranquille. Ces images n'exigent rien de votre part, juste de les observer. C'est comme feuilleter un vieil album photo sans avoir besoin de se rappeler exactement quand chaque photo a été prise. La respiration continue, constamment, comme le pendule d'une horloge que plus personne n'a plus besoin de regarder. Il y a un réconfort particulier à savoir que le corps travaille tout seul, sans avoir besoin d'ordre, en gardant tout en équilibre pendant que vous lâchez prise. Le bruit de la pluie semble plus proche maintenant, comme si chaque goutte tombait juste au-dessus de vous, mais en même temps lointaine, filtrée à travers les murs et le verre. Ce mélange de proximité et de protection renforce le sentiment de sécurité. C'est le genre de son qui pourrait durer des heures sans jamais déranger, comme une conversation tranquille ou un chant distant. Vous sentez que le sommeil est déjà plus proche, touchant presque les limites de la conscience. Le corps s'ajuste presque imperceptiblement à la recherche de la position la plus confortable, puis s'abandonne à celle-ci. Il n'y a plus de raison de résister. C'est comme si chaque partie de vous, de la tête aux pieds, était parvenue à un consensus silencieux. Il est maintenant temps de se reposer. L'esprit ne forme plus des phrases complètes, seulement des fragments. Des mots vagues, des images déconnectées, des sensations vagues. Peut-être un souvenir d'enfance, l'odeur d'un endroit familier ou le contact d'un vent froid lors d'une journée lointaine. Tout cela passe comme des feuilles, emportées par un courant lent, et vous n'avez pas besoin d'attraper quoi que ce soit, il suffit de le laisser couler. Le corps plonge plus profondément dans la relaxation. Les muscles sont complètement détendus. Le poids est soutenu par le support sous vous et la respiration reste douce. C'est à ce moment-là que le sommeil cesse d'être quelque chose qui va arriver et devient quelque chose qui se passe déjà. Vous ne remarquez pas la transition, tout comme vous ne remarquez pas le moment exact où une bougie s'éteint. La pluie dehors, régulière et calme, comme un gardien veillant sur votre repos. Le son se fond dans les battements de votre cœur, créant un rythme unique qui berce chaque seconde. Le monde extérieur peut suivre son cours, mais ici, dans cet espace, le temps n'est qu'un murmure. La dernière chose que vous ressentez, c'est la chaleur agréable du corps, la certitude d'être en sécurité et le bruit continu de l'eau qui tombe. Et puis, tout se dissout doucement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'image, pas même les mots, ni la conscience tranquille, juste le repos profond, qui dure des heures, silencieux, réparateur, et aussi naturel que la pluie elle-même. Soyez en paix.
Bonne nuit.